Bonjour Gaëlle Borgia. Donc Oh, vous nous recevez chez vous à Madagascar. Vous êtes correspondante pour TV5 Monde et vous venez de co-gagner le prix Pulitzer pour une enquête que vous avez menée donc sur place. Alors avant d'aller un peu plus loin et de parler vraiment du sujet de l'enquête, déjà comment vous avez réagi à cette annonce? Est-ce que ça a été une surprise? Vous vous y attendez peut-être un petit peu déjà? non, non, c'est pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Ça a été une immense, immense surprise. J'étais un peu sous le choc. Mhm. Et pour tout vous dire, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit d'obtenir un jour un tel prix. Donc j'ai vraiment été très surprise et je l'ai appris le jour même en fait. Donc D'accord. c'était encore plus incroyable. Ok. Alors de quoi justement parle votre article en quelques mots, si vous pouvez nous raconter un petit peu toute cette histoire? Alors en fait, on a mené une enquête à Madagascar sur l'ingérence de Russes dans la présidentielle de Madagascar en 2018. Et en fait, on a découvert que plusieurs groupes de Russes se sont installés à Madagascar plusieurs mois avant la présidentielle. Ils ont habité à Madagascar. On a trouvé l'hôtel où ils séjournaient de manière permanente. Donc, ils avaient investi tout un hôtel et ils ont commencé à approcher des candidats à la présidentielle en leur proposant de l'argent en cash, même parfois des sacs avec du cash, enfin des sacs remplis de cash. Ils leur proposaient de payer par exemple la caution obligatoire pour se présenter à la présidentielle. Ils proposaient aussi une aide logistique, une aide technique, et en fait, ils se présentaient comme des experts en élection. Et ils disaient à certains staffs de campagne de candidats qu'ils avaient déjà travaillé dans des élections en Afrique, notamment. Et donc c'est comme ça qu'ils ont gagné rapidement la confiance de certains candidats, parce qu'il faut savoir qu'à Madagascar, en fait, une campagne électorale, ça coûte très très cher. Et donc quand quelqu'un, et notamment un occidental, vient en proposant de l'argent, eh bien c'est très difficile de refuser, parce que trouver des fonds ailleurs, c'est quasiment impossible. Et ensuite, pour faire campagne à Madagascar, il faut beaucoup se déplacer, comme dans toute campagne électorale. Ici, les routes sont mauvaises, par exemple, donc il faut louer des avions privés, il faut louer des voitures 4x4, donc on a besoin de beaucoup d'argent. Et donc les Russes ont proposé, donc c'était une aubaine pour certains candidats. D'accord. Et on a donc montré comment cette machination s'est faite, comment en fait cette vaste opération d'ingérence électorale a été menée à Madagascar, et ça s'est fait en fait à plusieurs niveaux, et on a réussi à travers avec des sources, avec des témoins clés, des candidats à la présidentielle, on a réussi à montrer en fait comment ils opéraient au quotidien. Et donc c'était de l'ingérence à plusieurs niveaux, notamment médiatique. Ils payaient pour la diffusion, pour la production de reportages télévisés qui étaient donc faits en faveur de certains candidats. Mhm. Ils ont imprimé ils imprimaient régulièrement un journal gratuit qui était distribué en dehors de la capitale et qui était en fait imprimé à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc ils avaient aussi beaucoup d'argent en fait pour cette opération d'ingérence électorale. Il y avait aussi évidemment de la propagande sur Facebook. Donc c'était un ensemble de choses très concrets. Ils étaient même visibles en fait. À des moments, ils se cachaient même plus. On pouvait les voir dans des meetings de campagne, par exemple. Donc Alors, voilà, donc c'est ça qu'on a essayé de montrer dans un article. On a procédé à une enquête qui a duré plusieurs mois mhm. et on a essayé d'approcher des sources petit à petit et on en est arrivé à ce résultat-là. Alors justement, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées? Donc vous disiez que ces hommes ne se cachaient pas, et pourtant, en lisant l'enquête, on comprend bien que les témoins n'osent pas forcément parler, ou du moins veulent le faire anonymement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Oui, voilà, c'est ça qui est un peu paradoxal. Tout le monde savait que les Russes étaient présents, on les voyait, il y avait des photos d'eux qui circulaient sur Facebook, et donc il y avait un certain étonnement, hein, ça circulait sur les réseaux. Mais quand on essayait d'en savoir un peu plus, eh bien finalement, les portes se fermaient. Et nos sources nous disaient hein, explicitement qu'elles avaient peur, qu'il leur arrive quelque chose. Je pense que c'était. Je pense qu'on leur a dit de ne pas forcément révéler les noms de ces Russes. Par exemple, on nous a souvent raconté que ces Russes ne donnaient pas leur nom de famille. Donc le staff malgache hein, dans les campagnes des candidats ne Mhm. connaissait que leur prénom. Finalement, ils savaient très peu de choses et
mystérieuse, peut-être on nous a dit parfois il ressemblait à des bouses, il faisait un peu peur, il savait pas exactement ce qu'il faisait là, et il y a peut-être tout un imaginaire autour des Russes, peut-être à travers les films, et je pense que voilà, les sources étaient d'office, de base, apeurées et ne souhaitaient pas parler. Petit à petit, on a réussi à délier les langues. Bon, souvent, c'était des témoignages anonymes. Et, il y a des sources qui m'ont demandé, qui étaient craintives et qui me demandaient régulièrement, mais Gaëlle, mais qu'est-ce que tu vas dire dans ton article? Est-ce que je vais avoir des problèmes? J'ai peur. Fais attention à ce que tu vas dire, etc. Mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi en fait. Ils ne m'ont jamais dit qu'ils ont reçu des menaces des Russes, par exemple. Donc c'était quelque chose de très, très irrationnel. D'accord. Donc vous disiez que ces hommes effectivement agissaient dans l'ombre. Et dans l'enquête, on comprend aussi que cette campagne de déstabilisation n'a pas forcément toujours été bien préparée de leur part. Il y avait une méconnaissance du terrain ou c'était lié à la personnalité de ces hommes? Moi, je parlerais d'une méconnaissance du pays, Mhm, parce ils ont mis leur... euh, en tout cas, au départ, ils pensaient que le président sortant serait vainqueur. mhm, Ça, c'est ce qu'on sait. C'est qu'au départ, ils avaient mis leur bille sur le président sortant. Sauf qu'en fait, il n'était pas favori. Il y a un sondage qui était sorti quelques mois avant la présidentielle qui le donnait quatrième. Un sondage qui avait été censuré à l'époque. Et il était clair que ça allait être difficile, en tout cas pour le président sortant, d'arriver au second tour. Et ils ne l'ont pas forcément anticipé. Et en tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'ils avançaient un peu à tâtons. Ils ont essayé d'approcher plein de candidats, plein de petits candidats. Donc, je dirais qu'ils ont peut-être perdu leur temps en travaillant avec des candidats qui n'avaient quasiment aucune chance mhm. d'arriver au second tour. Et en fait, à l'issue du premier tour, très rapidement, en fait, avant le premier tour, ils se sont rendus compte que leur poulain n'allait pas gagner et ils ont changé leur fusil d'épaule et ils ont commencé à soutenir un des deux finalistes. Mhm. Donc ça s'est fait un peu au fur et à mesure de leur travail sur place et j'ai eu l'impression en tout cas d'une grande improvisation alors qu'ils avaient des moyens, ils étaient quand même assez nombreux et ils se présentaient comme des experts électoraux. Donc c'était assez paradoxal. D'accord. Et alors finalement, quel était le but final de la Russie? Est-ce qu'elle est arrivée à ses fins à Madagascar? C'était quoi? Contrôler un peu les ressources naturelles? Avoir une mainmise politique? C'était quoi finalement leur but? Alors ce qu'on sait, c'est que plusieurs mois avant la campagne électorale de 2018, ils se sont intéressés aux mines. Ils ont notamment essayé d'en savoir plus sur une mine qui s'appelle Daboulav, qui est un carré minier qui n'est pas exploité. Ils ont rencontré le directeur de la société qui possède le carré minier. Ils ont ensuite réussi à former une joint venture avec une société malgache qui gère une mine de chrome aussi. Donc il y a eu plusieurs tentatives et ils ont réussi pour la mine de chrome. Cette joint venture a été créée. Ils ont réussi à avoir 80% de la mine et ils ont commencé à travailler dans cette mine avec les malgaches et ça s'est pas très bien passé. Il y a eu plusieurs problèmes financiers et ils ont fini par abandonner. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est que là, on sait que la mine de chrome est à l'arrêt depuis plusieurs mois et on nous dit que les Russes sont sur le départ, hein, c'est même confirmé, et elle devrait être vendue à d'autres sociétés. Donc finalement, tous leurs efforts d'ingérence électorale n'ont pas donné grand-chose, puisqu'il y a un gros échec sur cette mine de chrome. Je pense qu'ils pensaient obtenir beaucoup de cette mine, des dizaines de milliers de tonnes de chrome par an, et finalement ça a un peu capoté. Donc voilà, donc de ce que je sais, c'est qu'ils sont très déçus
de ce qui s'est passé à Madagascar, alors qu'ils ont investi pas mal d'argent, notamment dans cette opération d'ingérence électorale. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Gaëlle Borgia et encore une fois, félicitations. Merci.